Continuons à explorer la relation d'ordre naturel sur R, et après avoir parlé de la propriété de la borne supérieure, passons au caractère archimédien de R. La propriété d'Archimède est la suivante: si nous prenons deux réels x et y avec x strictement positif, alors il existe un entier grand N tel que n fois petit x est supérieur ou égal à y. Alors souvent, nous pouvons illustrer cette propriété avec une métaphore. Si y est une distance à parcourir et que petit x est la longueur de chacun de nos pas, eh bien, en effectuant un nombre suffisant de pas grand N, nous pouvons dépasser la distance que nous voulions atteindre, même si nos pas sont très petits. Démontrons cette propriété en utilisant la propriété de la borne supérieure. Nous allons introduire l'ensemble grand A constitué de tous les petits n fois petit x quand petit n parcourt grand N. Le but est donc de montrer que dans grand A, il existe un élément plus grand que y. En particulier, si nous arrivons à montrer que grand A n'est pas majoré, eh bien nous avons le résultat. Donc il suffit de montrer que grand A n'est pas majoré. Nous allons raisonner par l'absurde. Donc par l'absurde, supposons que grand A est majoré et essayons d'aboutir à une contradiction. Donc si grand A est majoré, nous pouvons déjà dire que 0 appartient à grand A car 0 est égal à 0 fois x. Donc grand A n'est pas vide. Si grand A est majoré et qu'il n'est pas vide, alors avec la propriété de la borne supérieure, nous pouvons dire que grand A admet une borne supérieure. Nous allons la noter petit a. Grand A admet une borne sup que nous allons noter, ou un sup que nous allons noter petit a. Nous allons maintenant utiliser la caractérisation de la borne supérieure. Puisque petit x est strictement positif, alors a moins x est strictement plus petit que petit a. Donc la caractérisation que nous avons vue dans la vidéo précédente implique qu'il va exister un élément de grand A entre a moins x et petit a. Donc je rappelle rapidement l'argument car il est important. Puisque a moins x est strictement plus petit que le plus petit des majorants de grand A moins x ne majore pas grand A. Car a moins x est strictement plus petit que le sub de A qui est censé bien être le plus petit des majorants. Dire que a moins x ne majore pas A, cela signifie qu'il existe un élément dans grand A qui est plus grand que a moins x. Cet élément de grand A, nous pouvons le noter n fois x pour un certain petit n. Donc il existe un entier petit n tel que a moins x est strictement plus petit que n fois x. Mais bien sûr, n fois x appartient à grand A, donc il est de plus inférieur ou égal à petit a. Mais ici, je ne conserve pas ce renseignement qui ne va pas nous intéresser. Donc en particulier, a est strictement plus petit que n plus 1 fois x. Or il y a un problème, car petit a, c'est le sub de grand A, donc c'est un majorant de grand A. Or n plus 1 fois x appartient à grand A, puisque n plus 1 est un entier. Et donc nous avons notre contradiction. Ceci est absurde, donc grand A est majoré, et donc il existe bien un élément de grand A plus grand que y, c'est ce que nous voulions montrer. Cette propriété d'Archimède a de nombreuses conséquences chez les réels. En particulier, elle permet de définir la partie entière d'un réel. Donc la définition, vous la connaissez peut-être déjà, si x est un réel, alors il existe un unique entier relatif que nous allons noter de la manière suivante et qui va s'appeler la partie entière de x, tel que cet entier, partie entière de x, est inférieur ou égal à x, et x est strictement plus petit que la partie entière de x plus 1. Ou encore, à partir de l'encadrement précédent, nous avons de manière équivalente un encadrement de la partie entière de x, qui est inférieur ou égal à x, et strictement plus grande que x moins 1. Alors ces deux encadrements qui sont là sont fondamentaux. C'est eux qui constituent la définition de la partie entière de x, et à chaque fois que vous aurez à manipuler une partie entière ou à résoudre un exercice avec une partie entière, il est à peu près certain que vous aurez à utiliser l'un de ces deux encadrements, qui à nouveau sont bien équivalents. Petite remarque sur la notation de partie entière. Ça n'est pas un crochet, vous voyez qu'il n'y a qu'ici une barre verticale avec une petite barre horizontale en bas, à gauche et à droite, pour signifier qu'il s'agit de l'entier qui se trouve en dessous de x, qui est plus petit que x. En anglais,
cette partie entière est appelée floor, comme le plancher. Il existe aussi une notation qui n'a pas de nom à ma connaissance en français, en tout cas pas au programme, avec cette fois-ci les petites barres horizontales au-dessus de la barre verticale, et cette notation désigne l'entier qui vient juste au-dessus de x, donc l'entier plus grand que x, le plus petit des entiers plus grand que x. Car en effet, nous pouvons dire que la partie entière est le plus grand des entiers qui est plus petit que x, et dans la démonstration de l'existence et de l'unicité de cette partie entière, nous allons justement en parler. Avant d'attaquer la démonstration, faisons une petite représentation graphique. Si nous avons ici l'ensemble des réels et que x est à cet endroit de R, nous voulons montrer que x est encadré par deux entiers. L'entier qui se trouve juste avant x sera la partie entière de x, et celui qui se trouve juste après sera la partie entière de x plus 1. D'accord? Donc si je mets des croix en rouge pour les entiers, nous voulons bien montrer que x se situe entre deux entiers consécutifs. Donc, nous allons ici avoir une histoire de maximum, puisque nous voulons montrer que la partie entière de x, c'est le plus grand des entiers qui sont plus petits que x. C'est pourquoi nous pouvons considérer cet ensemble-là. Nous prenons l'ensemble grand A, qui est l'ensemble de tous les entiers plus petits que x. Et nous allons voir que l'élément qui nous intéresse, c'est le maximum de grand A, à condition bien sûr qu'il existe. Donc pour cela, nous pouvons commencer par démontrer l'unicité de la partie entière. Alors évidemment, pour l'instant, nous n'avons pas encore montré qu'elle existe, donc nous voulons montrer l'unicité de la partie entière sous réserve d'existence. Alors pour démontrer cette unicité, supposons qu'il existe un entier grand N dans Z qui vérifie l'encadrement définissant la partie entière, c'est-à-dire que n est inférieur ou égal à x qui est strictement plus petit que n plus 1. Nous avons donc là deux inégalités, numéro 1 et numéro 2. L'inégalité numéro 1 implique que grand N appartient à A, puisque grand N est un entier, déjà, et il est plus petit que x. L'inégalité numéro 2, elle, implique que grand N plus 1 majeur grand A. Puisqu'en effet, si nous avons un élément petit n dans grand A, cela signifie que petit n est inférieur ou égal à x, et x est strictement plus petit que n plus 1. Mais ici, petit n et grand N plus 1 sont deux entiers, donc si un entier petit n est strictement plus petit que grand N plus 1, alors il est nécessairement inférieur ou égal à grand N. Donc, car grand N et petit n sont des entiers. Donc nous avons même mieux que n plus 1 majeur A, nous avons carrément que n majeur A. Donc grand N est un élément de A qui majeur A. C'est donc nécessairement le maximum de grand A. Or, nous savons qu'un maximum est unique. Donc si la partie entière existe, c'est le maximum de grand A, et elle est donc unique. Il nous reste donc à montrer l'existence de la partie entière, et donc nous venons de voir que pour cela, il va falloir montrer que grand A admet un maximum. Donc nous allons utiliser la relation d'ordre des entiers. Nous savons que si grand A est une partie de Z qui est non vide et majorée, alors elle admet un maximum. C'est cela que nous allons utiliser. Alors par définition de grand A, il est évident que grand A est inclus dans grand Z. D'autre part, il faut montrer que grand A n'est pas vide, et là nous allons utiliser le caractère archimédien de R. Si nous considérons que moins x est un réel et que 1 est un réel strictement positif, alors avec la propriété d'Archimède, nous pouvons obtenir le résultat suivant. Il existe un entier petit n dans Z, tel que n fois petit 1 est supérieur ou égal à moins x. Si nous multiplions tout cela par moins 1, nous obtenons moins n inférieur ou égal à x. Or, moins n est bien un entier, donc moins n appartient à grand A. Et nous avons montré que A n'est pas vide. Donc nous avons déjà démontré 2 points parmi les 3 qui vont nous intéresser. Il nous reste à montrer que grand A est majoré. Alors attention, il pourrait être très tentant de dire que tous les éléments de grand A sont plus petits que x, donc x majeur grand A. C'est vrai dans R, mais x est un réel, a priori ça n'est pas un entier, donc x ne peut pas être accepté comme majorant de grand A dans Z.
Or ici, nous voulons utiliser qu'une partie de z admet un maximum en utilisant la relation d'ordre sur z, et absolument pas la relation d'ordre sur r. Nous n'avons donc pas le droit d'utiliser des réels dans ce raisonnement. Nous allons donc à nouveau utiliser la propriété d'Archimède pour trouver un majorant entier de grand A. Donc, c'est presque le même raisonnement que celui que nous venons de faire. X est réel, 1 est strictement positif. Donc avec la propriété d'Archimède, il existe un entier petit n dans z, tel que cette fois-ci n fois 1 est supérieur ou égal à x. Comme x est strictement positif, en particulier n plus 1, si vous voulez, est strictement plus grand que x. Et donc, pour tout petit k dans grand A, petit k est inférieur ou égal à x, qui est strictement plus petit que n plus 1, et n plus 1 est bien un entier, donc grand A est majoré dans z. Et c'est cela que nous voulions. Alors avec les 3 points soulignés en bleu, nous en concluons bien que grand A a un maximum, dans z, j'insiste. Si nous le notons grand M, alors d'une part grand M appartient à grand A, donc nous avons bien grand M plus petit que x, et d'autre part, M plus 1 est strictement plus grand que grand M, et grand M majeur grand A. Donc, si M plus 1 était un élément de grand A, nous aurions M plus 1 inférieur ou égal à grand M, ce qui est absurde. Donc M plus 1 n'appartient pas à grand A, ce qui signifie que x est strictement plus petit que M plus 1. Alors nous avons bien retrouvé ici les deux parties de l'encadrement voulu. Première partie ici, deuxième partie ici, et nous pouvons bien conclure à l'existence d'un entier qui vérifie l'encadrement voulu. Il existe bien un entier grand M, tel que grand M est inférieur ou égal à x, qui est strictement plus petit que M plus 1. Ce grand M, c'est bien notre partie entière. Alors quelques exemples simples qui nous serviront également d'avertissement. Quelle est la partie entière de 1,2 ? Eh bien, c'est 1, je pense que cela ne pose de problème à personne. Maintenant, attention, quelle est la partie entière de moins 1,2 ? Eh bien, c'est le plus grand entier qui est plus petit que moins 1,2, donc c'est moins 2. Et attention, ça n'est pas moins 1. Alors, il y a une différence entre la troncature et la partie entière. La troncature d'un entier, c'est d'enlever, entre guillemets, la partie décimale, tout ce qui vient après la virgule, pour la troncature d'un réel, pardon. La partie entière, ça n'est pas ça du tout. La partie entière, c'est prendre le plus grand entier plus petit que x. Donc ici, la partie entière de moins 1,2, c'est bien moins 2, et moins 1 est la troncature de moins 1,2. C'est ce que l'on obtient lorsque l'on enlève les chiffres après la virgule dans l'écriture décimale de moins 1,2. Continuons avec une autre conséquence du caractère archimédien de R. Cette conséquence, c'est la densité de Q dans R. Autrement dit, les rationnels sont denses dans R. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que la densité? Il y a plusieurs définitions équivalentes de densité, et nous en reparlerons dans le chapitre sur les suites. Nous allons ici donner un théorème qui est l'une de ces versions de densité. Nous allons dire que les rationnels sont denses dans R parce que si nous prenons x et y deux réels avec x strictement plus petit que y, alors il existe un rationnel entre x et y. Il existe petit r, un rationnel, tel que x est strictement plus petit que petit r, qui lui-même est strictement plus petit que y. Autrement dit, vous prenez n'importe quel intervalle dans R, il rencontre forcément les rationnels. Il contient obligatoirement un rationnel. Autrement dit, il y a des rationnels partout. C'est pour cela que l'on utilise le mot dense. Pour démontrer ce point, je vais commencer par raisonner par analyse. Donc je l'écris en gris clair car ça constitue une sorte de brouillon, cela ne fera pas partie de la démonstration. Si j'arrive à trouver
un rationnel petit r que j'écris a sur b entre x et y, je peux faire le raisonnement suivant. Alors ici, avec a un entier relatif, qui peut donc être négatif, et b par contre un entier strictement positif. Donc, si a sur b est compris entre x et y, puisque b est strictement positif, je peux multiplier l'encadrement précédent par b, sans changer les inégalités. Alors, ce que je voudrais, c'est donc trouver deux entiers a et b, avec a un entier compris strictement entre bx et by. Quand est-ce qu'il est possible de trouver un entier compris entre deux réels? Eh bien, nous savons que cela est possible lorsque l'écart entre ces deux réels est strictement plus grand que 1. Donc je n'ai pas démontré ce point dans la vidéo, la démonstration figure dans le PDF du cours, je vous laisse la voir. Elle utilise la notion de partie entière, c'est assez simple. Donc si deux réels sont à une distance strictement plus grande que 1, il existe nécessairement un entier entre les deux. Ici, si by est strictement plus grand que bx plus 1, eh bien il suffira de prendre partie entière de by pour conclure. Donc si je l'écris ici, si by est strictement plus grand que bx plus 1, alors petit a égale partie entière de by conviendra. Bon, c'est quasiment la démonstration de la remarque dont je viens de dire que je ne la démontrais pas. Donc maintenant, passons au propre. Je viens de voir qu'il va falloir trouver un entier b tel que by est strictement plus grand que bx plus 1, et alors si je pose petit a égale partie entière de by, je vais pouvoir conclure. En tout cas, je l'espère, et mon analyse me met sur cette voie. Donc, comme j'ai supposé que y était strictement plus grand que x, eh bien y moins x est strictement positif. Donc avec la propriété d'Archimède, par la propriété d'Archimède, il existe un entier petit b. Alors pour l'instant il est dans z, je vais justifier après qu'il est dans n étoile. Un entier petit b dans z, tel que petit b fois y moins x qui est bien strictement positif. Donc là c'est important, cela fait partie des hypothèses de la propriété d'Archimède, est supérieur ou égal, par exemple, à 2. En tout cas, ce sera donc strictement plus grand que 1. Alors ici, je le disais, 2 est strictement positif, y moins x est strictement positif, donc nécessairement, b est strictement positif. Donc b appartient à n étoiles. Je peux donc bien prendre b dans n étoiles. Je continue comme la fin du raisonnement dans l'analyse. Je pose petit a égale partie entière de by. Donc, d'après l'encadrement qui définit la partie entière de by est inférieure ou égale à by, mais elle est strictement plus grande que by moins 1. Et ici, by moins 1, d'après l'encadrement qui est juste là, est strictement plus grand que bx. Donc, j'obtiens bx strictement plus petit que a, strictement plus petit que by, et b est strictement positif, donc je peux diviser l'encadrement précédent par b sans avoir à changer le sens des inégalités. A sur b est un rationnel, puisque c'est bien le quotient de deux entiers, donc j'ai fini. Il existe bien un rationnel petit r, tel que petit r est strictement compris entre x et y, et c'est cela la densité des rationnels parmi les réels. Ce théorème a un corollaire tout à fait étonnant. Le corollaire est le suivant, les irrationnels sont denses dans R. Pourquoi est-ce que cela est étonnant? Eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de rationnels qu'il va y avoir beaucoup d'irrationnels. Cela paraît un peu contradictoire puisque les irrationnels forment le complémentaire des rationnels. Donc si nous prenons l'ensemble R, a priori, intuitivement, s'il y a beaucoup de rationnels, eh bien, il n'y a pas grand-chose dans le complémentaire. Et le complémentaire, ce sont les irrationnels. Eh bien, c'est justement parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans l'ensemble des rationnels qu'il y a aussi beaucoup d'éléments dans son complémentaire, ce qui est contre-intuitif. En tout cas, cela prouve que grand R est la réunion de deux ensembles disjoints, les rationnels et les irrationnels, et ces deux ensembles disjoints, qui sont complémentaires, sont totalement imbriqués l'un dans l'autre. Si vous prenez deux réels quelconques, entre les deux, vous pourrez toujours trouver un rationnel, mais aussi un irrationnel.
et donc entre deux rationnels il y a un irrationnel, et entre deux irrationnels il y a un rationnel. Il est impossible de démêler ces deux ensembles, ils sont imbriqués l'un dans l'autre de manière très serrée. Alors la démonstration repose sur le point suivant. Si R est un rationnel non nul, alors R fois racine de 2 est un irrationnel. Donc en effet, si nous écrivons petit r égale A sur B avec A et B des entiers ici non nuls, alors R fois racine de 2 est égal à A racine de 2 sur B. Si R racine de 2 appartenait à Q, nous pourrions écrire que R sur racine de 2 est égal à C sur D, avec là aussi C et D des entiers. Donc nous aurions racine de 2 égale C sur D fois B sur A, et ce serait un rationnel. Or nous savons bien sûr que racine de 2 n'est pas rationnel, c'est absurde. Donc évidemment, si à chaque fois que nous prenons un rationnel et que nous le multiplions par racine de 2, nous avons un irrationnel, eh bien il est clair à ce moment-là que nous avons encore plus d'irrationnels, en tout cas au moins autant d'irrationnels que de rationnels. Chaque rationnel, nous le multiplions par racine de 2, nous avons un irrationnel. Donc il y a au moins autant d'irrationnels que de rationnels. Il y en a donc beaucoup. Donc pour rédiger la démonstration très rigoureusement, pour la terminer, nous prenons deux réels x et y avec x strictement plus petit que y, montrer que les irrationnels sont denses dans les réels, et bien cela revient à montrer qu'il existe un irrationnel alpha, donc un élément alpha qui est dans R privé de Q, et qui soit strictement compris entre x et y. Donc pour cela, nous utilisons le théorème précédent. X sur racine de 2 est strictement plus petit que y sur racine de 2, donc par densité des rationnels, il existe un rationnel petit r qui est strictement compris entre y et x sur racine de 2 chacun. Alors pour appliquer le point par lequel j'ai commencé la démonstration, il faudrait être sûr que R n'est pas nul. Si jamais R était nul, eh bien nous réutiliserions à nouveau la densité des rationnels. Il existe cette fois-ci un rationnel R' qui appartient à Q, tel que x sur racine de 2 est strictement plus petit que R', lui-même strictement plus petit que R, lui-même strictement plus petit que y sur racine de 2. Mais comme ici R c'est 0, eh bien R' ne peut pas être nul. Si R n'est pas nul, eh bien nous posons R' égale petit r. Et donc dans tous les cas, il existe bien un rationnel R' non nul, compris strictement entre x sur racine de 2 et y sur racine de 2. Et donc, en multipliant tout cela par racine de 2, nous obtenons que R' fois racine de 2 est strictement plus grand que x et strictement plus petit que y. Avec le point qui a introduit cette démonstration, R' fois racine de 2 n'est pas un rationnel, et nous avons donc fini notre démonstration. Nous allons conclure cette vidéo par une dernière application de la partie entière. Nous allons construire les approximations décimales, en tout cas deux approximations décimales d'un réel, une approximation décimale par défaut et une seconde par excès. Donc ici, nous considérons petit x un réel. Nous allons construire deux suites. Si n est un entier naturel, nous allons poser an égale à la partie entière de x fois 10 puissance n, le tout sur 10 puissance n, et à peu près de la même manière, nous allons construire bn égale à x, partie entière de x fois 10 puissance n, plus 1, le tout sur 10 puissance n.
Alors que pouvons-nous dire de ces deux réels AN et BN? Premier point évident, AN et BN sont de la forme un entier divisé par un autre entier, puisqu'une partie entière est un entier. Donc ce sont bien des rationnels. Mais nous pouvons même dire mieux que cela. Non seulement ce sont des quotients de deux entiers, mais en plus le dénominateur est une puissance de 10. Donc dans ce cas, on dit que AN et BN sont des décimaux. Donc un décimal, c'est cela. La définition d'un nombre décimal, c'est un nombre qui s'écrit comme un entier divisé par une puissance de 10. Ils ont une forme particulière. Si je prends par exemple l'entier 1234 et que je le divise par 10 puissance 2, j'obtiens le nombre 12,34. Ce nombre s'écrit forcément avec une partie décimale finie. C'est pour ça que l'on appelle cela un nombre décimal. Vous prenez votre entier, il s'écrit en base 10 avec un certain nombre de chiffres. Si vous le divisez par une puissance de 10, eh bien vous allez décaler la virgule d'un certain nombre de crans vers la gauche. Il va donc y avoir un certain nombre de chiffres finis avant la virgule et un nombre fini de chiffres après la virgule. Grâce à la définition de partie entière, nous allons pouvoir obtenir toute une succession d'encadrements. Nous savons que x fois 10 puissance n est supérieur ou égal à sa partie entière, qui elle-même est strictement plus grande que x fois 10 puissance n moins 1. Mais x fois 10 puissance n est aussi strictement plus petit que sa partie entière plus 1, qui elle-même est inférieure ou égale à x fois 10 puissance n plus 1. Si nous divisons tout cela par 10 puissance n, ou encore que nous le multiplions par 10 puissance moins n, nous obtenons que x moins 10 puissance moins n est strictement plus petit que la partie entière de x fois 10 puissance n divisé par 10 puissance n, mais cela par définition c'est an, inférieur ou égal à x, strictement plus petit que bn, inférieur ou égal à x plus 10 puissance moins n. Toute la première partie de cette succession d'inégalités, cette partie-là, signifie que an est une approximation par défaut à 10 moins n près de x. X est une approximation, alors en l'occurrence décimale, puisque an est un nombre décimal, est une approximation décimale de x à 10 moins n près. Et en plus, donc, une approximation par défaut, puisque an est plus petit que x. Et de même, bn est une approximation décimale de x à 10 moins n, mais cette fois-ci par excès, puisque bn est supérieur à x. Alors, regardons sur un exemple à quoi ressemblent ces réels AN et BN. Je vais ici prendre x égale à pi. Donc, nous savons que pi, ses premières décimales, ce sont 1, 4, 1, 5, 9, etc. Alors, si je commence par prendre A0. A0, par définition, c'est la partie entière de x fois 1 divisé par 1. Donc, c'est tout simplement la partie entière de x, c'est-à-dire 3. Et B0, c'est la partie entière de x plus 1, donc c'est 4. Maintenant, si je calcule A1, c'est la partie entière de x fois 10 sur 10, c'est-à-dire la partie entière de 31,4159, etc. Le tout divisé par 10. J'obtiens donc 31 sur 10, c'est-à-dire 3,1. B1, eh bien, c'est la partie entière de 32,41, etc., divisé par 10, et donc c'est 3,2. Si je continue, A2, comment est-ce que je l'obtiens? Je multiplie pi par 100, donc je prends la virgule et je la décale de 2 crans vers la droite, je prends la partie entière, alors ici, comme pi est positif, prendre la partie entière revient finalement à prendre la troncature, je peux enlever tout ce qui vient après la virgule, j'obtiens donc 314, et je divise tout cela par 100, donc je redéplace un coup, enfin de 2 crans plutôt, la virgule vers la gauche. J'obtiens 3,14. Pour B2, je fais la même chose, je décale la virgule de 2 crans vers la droite, je prends la partie entière, 314, je rajoute 1, 315, et je redivise par 100, je redécale la virgule de 2 crans vers la gauche, j'obtiens 3,15, et ainsi de suite. Pour A3,
je décale la virgule de 3 crans vers la droite, je prends la partie entière, je redécale la virgule de 3 crans vers la gauche, j'obtiens 3,141. Pour B2, je vais obtenir 3,142. A4 sera égal à 3,1415. A5 sera égal à 3,14159. Ça c'est B3, pardon. B4, ce sera 3,1416. Et B5, ce sera 3,1, pardon, la virgule est là, 3,1460. Donc finalement, B5 est toujours égal à B4. Donc vous voyez très bien comment cela se construit. Si nous connaissons une approximation décimale de pi, eh bien l'approximation par défaut à 10-n près consistera à ne garder que les premières décimales, les n premières décimales, et pour l'approximation par défaut, nous gardons les n premières décimales et nous rajoutons 1 à la toute dernière. Finissons par une dernière remarque. Puisque pour tout n dans n, x moins 10 puissance moins n est plus petit que an, qui est lui-même plus petit que x, eh bien avec le théorème des gendarmes, la suite à n a pour limite petit x quand n tend vers plus infini. Donc avec la construction précédente, nous pouvons démontrer le résultat suivant. Tout réel est la limite d'une suite de nombres rationnels. Alors nous savons même carrément que an est décimal, mais en particulier, c'est un nombre rationnel. Et la limite d'une suite de rationnels. Eh bien, ce résultat, nous allons en reparler dans le chapitre sur les suites, en particulier lorsque nous pouvons dire que tout réel est la limite d'une suite d'éléments d'un certain ensemble grand E, eh bien cela, c'est une définition équivalente de la densité de E dans R. Donc cette phrase-là, que j'ai mis entre guillemets, elle est équivalente à la phrase suivante, Q est dense dans R. Cela signifie qu'en ayant construit la suite à n, qui est une approximation décimale de x et qui tend vers x, eh bien nous avons donné une seconde démonstration de la densité des rationnels parmi les réels.